Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance du colloque moderne et modernisme. Qu'est-ce que la modernité en art? On a déjà abordé hier des sujets majeurs de la modernité en tant que période chronologique, en tant que concept, en tant que discours notamment. Je me présente, je suis Luisa Zampugnaro, je suis doctorante en Italie, en esthétique, et je travaille sur l'esthétique de Gérard Genette et je vais achever ma thèse dans 2 mois. Aujourd'hui, je suis modératrice et c'est une chose dont je dois remercier les organisateurs. Merci Audrey River et merci Baptiste Tonchon. Et je remercie aussi M. Pierre-François Moreau pour cette invitation dont je suis ravie. Alors, on commence aujourd'hui par M. Pierre-Henri Frogne, qui est professeur d'esthétique et de philosophie de l'art à l'Université de Lorraine 2. Monsieur Frogne nous propose aujourd'hui une intervention sur Artusi Monteverdi ou la querelle de la musique moderne. Je vous laisse la parole, monsieur, vous avez une demi-heure. Merci beaucoup. Merci à Audrey et à Baptiste de leur invitation. Pardon d'avoir trouvé le bel ordonnancement de ce beau programme. Et donc je commence, se souvenant que son père fut musicologue et lui-même pianiste, sur un mode littéraire rapide, sans doute un peu désinvolte pour un colloque universitaire, le romancier et essayiste Milan Kundera a écrit la chose suivante. C'est dans Le Rideau, c'est le dernier texte du Rideau. Il y eut de longues époques où l'art ne cherchait pas le nouveau, mais était fier de rendre belle la répétition, de renforcer la tradition et d'assurer la stabilité d'une vie collective. La musique et la danse n'existaient alors que dans le cadre des rites sociaux, des messes et des fêtes. Puis un jour, au XIIe siècle, un musicien d'église à Paris eut l'idée d'ajouter à la mélodie du chant grégorien, inchangé depuis des siècles, une voix en contrepoint. La mélodie fondamentale restait toujours la même, immémoriale, mais la voix en contrepoint était une nouveauté, donnant accès à d'autres nouveautés, au contrepoint à 3, à 4, à 6 voix, à des formes polyphoniques de plus en plus complexes et inattendues. Puisqu'ils n'imitaient plus ce qui s'était fait auparavant, les compositeurs perdirent l'anonymat et leurs noms s'allumèrent tels des lampes jalonnant un parcours vers des lointains. Ayant pris son envol, la musique devint pour plusieurs siècles histoire de la musique. Tous les arts européens, chacun à son heure, s'envolèrent ainsi, transformés en leur propre histoire. Ce fut cela le grand miracle de l'Europe, non pas son art, mais son art changé en histoire. C'est en me plaçant au cœur de cette longue histoire de la musique comme histoire, inaugurée par ce que l'on a appelé la Renaissance du XIIe siècle, au moment du développement de l'école de Notre-Dame de Paris, au moment de ce que l'Ars Nova du XIVe siècle appellera très vite l'Ars Antiqua, que je voudrais présenter succinctement une crise, une querelle, où se manifesterait dans le suspens, dans l'époquet en laquelle elle consiste, une nouveauté donnant accès à d'autres nouveautés. Au creux de cette querelle, ce que l'on pourrait nommer, sans prendre le risque de la définir, notre modernité musicale, trouverait son origine. Et par origine, j'entends les moments chronologiques et historiques de son émergence, l'origine comme commencement. J'entends aussi, peut-être surtout, les premiers moments logiques et conceptuels, les cadres théoriques, l'origine comme commandement, qui gouvernent de façon toujours vivante et toujours puissante aujourd'hui notre propre compréhension, notre propre écoute de la musique. Cette querelle, moins connue que la querelle des bouffons, qui, comme vous le savez, opposa Rameau à Rousseau à partir de 1753, en est pourtant comme le soubassement ou le premier moteur. Elle opposa à la toute fin de la Renaissance le théoricien de la musique et compositeur Giovanni Maria Artusi au musicien Claudio Monteverdi. Elle éclata au grand jour en 1600 par la publication à Venise par le chanoine bolonais Artusi du livre L'Artusi ou des imperfections de la musique moderne. Elle se conclut en 1638 par la préface au 8e livre des Madrigaux, alors que Monteverdi est maître de chapelle à Saint-Marc jusqu'à sa mort en 1643. Du traité d'Artusi, j'ai commis avec Xavier Bizarro et Giuliano Chiello une traduction, la première et la seule en français, et une édition critique qui est parue au Pur en 2008. Permettez-moi d'en remercier mes 2 amis, et surtout d'avoir une pensée émue pour Xavier Bizarro, qui a été mon collègue à Rennes 2,
et qui est décédé de manière très prématurée. Il était beaucoup plus jeune que moi, il y a 1 an et demi, alors qu'il était professeur de musicologie à l'université de Tours. Et c'est à lui que je pense aujourd'hui prioritairement. Je procéderai en 2 temps. Le premier sera consacré au couple ancien-moderne tel qu'il fonctionne au sein d'une controverse que seul un horizon intellectuel commun rend possible. Le second temps sera consacré au couple prima pratica, seconda pratica, tel qu'il fonctionne au sein d'une controverse que seule une division de cet horizon commun rend également possible. Donc, premièrement, antiqui et moderni. Si j'ai choisi de réfléchir devant vous à cette querelle, c'est parce que de façon frontale, immédiatement visible dans le titre du traité d'Artusi, elle repose sur l'opposition entre les anciens et les modernes, entre les antiqui et les moderni. Opposition héritée de l'époque médiévale et qui prendra à la fin du XVIIe siècle, comme vous le savez, en 1687, une nouvelle, célèbre, spectaculaire forme dans la polémique opposant Boileau à Perrault. Ce faisant, elle dessine une conscience d'époque, adossée, comme le dit Hans-Robert Jauss, à une expérience du temps que l'on peut ramener, suivant Schelling, à l'élimination du passé. Cette conscience d'époque aurait ceci de singulier qu'elle cherche non seulement du nouveau, nové, mais, de nouveau, mais du nouveau, et ainsi à penser ce nouveau non pas seulement comme présent, ce qui est à l'instant ou contemporain, mais comme maintenant, c'est-à-dire comme un présent agissant en acte actuel, qu'il faut avoir la force et la volonté de maintenir et de comprendre en l'évaluant dans son actualité historique. Or, cette évaluation de l'actualité envisage le passé pour le considérer comme dépassé, décadent ou vieillissant, d'un côté, et de l'autre côté, comme modèle exemplaire, possédant une autorité toujours vive, à laquelle il convient de se plier et de rester fidèle. La querelle musicale Artusi-Monteverdi, qui oppose les 2 musiciens théoriciens sur le double rapport de l'harmonie et de la mélodie d'une part, et de la musique et du texte d'autre part, ne les oppose que parce qu'elle les rassemble d'abord au sein de la même appartenance à un champ théorique et culturel, conférant au moderne une dimension axiologique. Négative pour Artusi, puisqu'il parle des imperfections de la musique moderne, positive pour Monteverdi, quand il fait le projet en 1604, c'est dans la préface au 5e livre de ses madrigaux, d'un livre qu'il n'écrira d'ailleurs jamais, mais intitulé « Seconde pratique » ou « De la perfection de la musique moderne ». Dans ce combat qui relie autant qu'il sépare, et qui fait de la séparation la modalité paradoxale de leur union, les 2 combattants, qui considèrent le moderne dans une fonction et une signification normative, pensent tous les 2 sous l'autorité des anciens, comme un modèle qu'il faut imiter, comme un enseignant, comme un enseignement, je cite Artusi, c'est à la page 95 du traité, un enseignement à suivre et à observer, que cet enseignement soit celui du pythagorisme relayé par Boès au tournant des 6e et des 5e et 6e siècles par Gioseffo Zarlino au milieu du XVIe siècle, ou qu'il soit celui du platonisme, plusieurs fois revendiqué par Monteverdi. Alors, effectivement, Monteverdi cite dans sa préface au 8e livre des Madrigaux Platon, dans sa préface au 5e livre de 1607, c'est également la même chose, et il cite le livre 3 de la République, traduite par Marcille Fissin. Et chez les 2 duellistes, les auteurs antiques n'appartiennent pas à un passé séparé de l'histoire, dans une sorte d'éternité qui serait un au-delà intouchable et inaccessible. Ce passé, au contraire, il est repris, transformé, uni en un seul monde, avec et par le passé contemporain. En un même mouvement, transitant d'époque en époque, dialogue donc, gli antichi, les auteurs de l'Antiquité, avec i nostri passati, les compositeurs de notre... Oui, pardon pour l'accent. Les compositeurs de notre récent passé du XVIe siècle, et qui sont Claudio Merullo, Orlando Lasso, Costanzo Porta, Andrea Gabrielli, Adrian Villaert, Cyprien de Rore, Giovanni da Palestrina, etc., etc. Ce dialogue de l'ensemble de la tradition, il est l'espace commun où s'insère celui qui s'établit entre Artusi, le tenant des règles de la musique polyphonique considéré comme parvenu à un moment de perfection et théorisé par Zarlino, son professeur,
et Monteverdi, le tenant de la mélodie accompagnée, mise en œuvre avant lui par Giulio Caccini et Vincenzo Galilei au sein de la Camerata Bardi de Florence. Ce dialogue, il est aussi celui du traité L'Artusi ou des imperfections de la musique moderne, qui est composé de 2 dissertations constituées elles-mêmes de 2 dialogues fictifs entre 2 personnages, Luca et Vario, et dont les 2 pôles ne sont pas fixés de façon complètement identifiable par une appartenance à l'un ou l'autre des 2 camps. Ainsi, entre Vario, qui est le plus compétent, le plus expérimenté en musique et le moins conservateur, si je puis dire, et Luca, qui est le plus arlinien, le plus pythagoricien, le plus critique aussi envers Monteverdi, qu'il ne nomme pourtant pas, peut se déployer une véritable pensée argumentative, une dialectique, on pourrait appeler ça comme ça, échappant à l'opposition frontale, voire caricaturale, entre les anciens et les modernes. Et cette dialectique, elle circule donc entre les 2 protagonistes, dont les positions théoriques ne sont pas complètement assignables, tant elles se déplacent et changent. Quoique généralement portées à rejeter la musique moderne du côté de l'imperfection et donc du péché, du manque d'harmonie, du fautif et de l'enfantin, hein, je renverrai dans la version écrite, évidemment, aux pages, du côté du confus, du mélange et de l'impertinence, comme dit Artusi, quoique stigmatisant les madrigaux de Monteverdi, pensés à l'aune des règles contraignantes de l'harmonie fixée par les institutions harmoniques de Zarlino, le dialogue artusien se poste dans la tradition du dialogue platonicien, cicéronien, pétrarchiste, castiglionien, et il est plus subtil, il est subtil dans ses analyses. Je cite par exemple la page 88-89. C'est Vario qui parle. Maintenant, quant aux musiques antiques et modernes, il me semble que l'antique fut plus pauvre et imparfaite en harmonie et en consonance que la moderne, et que celle-ci est plus parfaite que celle-là, étant plus riche de consonance et d'harmonie. Mais il me semble aussi que celle-là fut plus parfaite quant à atteindre son but, qui est à la fois d'agréer et de faire du bien, et celle-ci plus imparfaite, puisqu'elle n'atteint d'autre but que celui d'occuper le sens de l'ouïe avec beaucoup d'air et de bruit, beaucoup d'intervalles harmoniques qui ne font plaisir qu'à quelques-uns seulement. Même en ce qui concerne le simple agrément, elle n'arrive pas à plaire universellement. Il s'agit de la musique moderne, évidemment. Parmi les auditeurs, un en tire plus ou moins plaisir qu'un autre, et il s'en trouve même parmi eux qui ne peuvent supporter ces concerts ni ces musiques modernes. Vous voyez, ça se répète jusqu'à aujourd'hui. Pour conclure, c'est Vario qui parle, selon ce que l'on considère, l'une est plus parfaite, mais aussi plus imparfaite que l'autre. C'est la formule la plus importante. Vous voyez, puisque dans ces renversements de point de vue, qui donnent cependant l'avantage à la musique antique, plus pure, plus simple, plus conforme aux règles de l'harmonie comme de sa finalité, plus universelle dans son architecture comme dans sa réception, se manifeste cependant une attention à la musique du présent et du passé récent, à partir de laquelle la musique et la théorie musicale des anciens sont envisagées. C'est le présent, je ne dis pas le moderne, c'est le présent, désormais qui éclaire le passé. C'est le présent qui se laisse éclairer. C'est à partir du présent et au nom de lui que se juge la musique des modernes et même des anciens, dont on peut égaler et même surpasser la perfection, comme dans les arts visuels, Bellori admirait les anciens et Raphaël au nom des Caraches et des Poussins. C'est Lionello Venturi qui s'adresse à nous comme cela. Zarlino, le maître de la polyphonie en ses soubassements pythagoriciens, le suggère lui-même en une formule que cite le frère de Monteverdi, Giulio Cesare, dans la préface aux Scherzi Musicali à 3 voix de 1607, qu'il a écrite pour défendre Claudio, son frère, des attaques artusiennes. Ce ne fut jamais, et ce n'est pas non plus mon intention d'écrire l'usage pratique selon le mode des anciens grecs ou latins, bien qu'il m'arrive parfois de l'évoquer, mais le mode de ceux qui ont inventé notre manière, faisant chanter en même temps plusieurs voix, avec des modulations et des airs variés, en particulier selon la voix et la manière empruntée à Messire Adriano Villaert. De la même façon, et dans une position théorique opposée, quoique solidaire, de celle d'Artusi, Monteverdi se place sous l'autorité de Platon, afin de montrer que ce dernier est plus moderne que les modernes, et que c'est lui, Monteverdi, qui est le véritable ancien, et pour 4 raisons.
La première, c'est parce qu'il s'appuie, c'est ce qu'il dit, sur les consonances et les dissonances approuvées par les mathématiciens. Il est pythagoricien, Monteverdi. Parce qu'il a lu Platon, deuxième raison, qu'il cite et qu'il met en œuvre. Il a lu notamment le Gorgias, la musique n'a-t-elle pas pour objet la perfection de la mélodie, et il cite les commentaires du Timée de Marcel Fissin, il cite aussi La République, il cite notamment les formules de Platon, l'harmonie et le rythme peuvent s'accommoder aux paroles, et il cite aussi la fameuse formule, la mélodie consiste en le discours, le rythme et l'harmonie. Troisièmement, parce que comme Artusi, Monteverdi maîtrise l'art du contrepoint. Vous voyez les Vêpres de la Sainte Vierge de 1610 ou les premiers livres des madrigaux qui ont été, ce contrepoint qui a été développé par tous les musiciens de Hockeghem à Gombert et jusqu'à Adriano Villaert. Quatrièmement, parce qu'il a l'intention, comme il le dit dans sa lettre à Donny du 2 février 1634, de s'appuyer sur les fondements des meilleurs philosophes observateurs de la nature, et qu'en conséquence, il perfectionne encore plus la parfaite harmonie théorisée par Zarlino, en la complétant par une musique, je cite Monteverdi, qui satisfait la raison et le sens, une musique qu'il appelle moderne, et il utilise le terme, parce qu'elle produit un complet accomplissement, enrichie qu'elle est de l'histoire, et revenant à son origine grecque, c'est-à-dire à sa définition, ou ce qu'on pourrait appeler, pour parler grec, son arché. Sans doute, des deux bords de la querelle, Monteverdi et Artusi partagent-ils l'idée commune selon laquelle la musique nouvelle ne doit pas ressusciter, ni même restaurer la musique ancienne, dans la mesure où, comme le dit Monteverdi, elle utilisait des signes différents des nôtres, et qu'elle était perdue. C'est dans sa lettre à Donny que j'ai cité à l'instant. Mais sans la restaurer, la musique nouvelle doit en accomplir la nature, les valeurs, et doit la dépasser. Dans ce dépassement, elle est conservée et comme rehaussée au sein d'une histoire qui est à la fois linéaire et cyclique. Je sais bien, c'est compliqué d'être une histoire linéaire et cyclique, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Linéaire, parce que nos opinions sentent les unes sur les autres. La première sert de tige à la seconde à la tierce. Nous échelonnons ainsi de degré en degré. Vous avez reconnu la formule de Montaigne dans le chapitre de ses essais intitulé « De l'expérience ». Cyclique, parce que le progrès des générations, par lequel nous voyons plus haut que les géants sur les épaules desquels nous sommes juchés, n'est là que pour faire retour, que pour retrouver une essence existant dans un autre temps, dans une extratemporalité immobile ou une éternité. Or, quelle est cette essence qui existe dans l'éternité? C'est là, en dehors d'un progrès de l'histoire et de la musique ouvert sur un futur infini qui n'existe pas encore à l'époque où nous sommes, enfin, l'époque où nous sommes au XVIIe siècle, que se fait le schisme entre Artusi et Monteverdi, entre deux vocations de la musique, que mettent en œuvre chacune à sa manière, la polyphonie et la mélodie, deux façons, l'une plutôt théologique, l'autre plutôt anthropologique, de ressaisir l'essence de la musique. J'arrive alors à mon deuxième point, prima pratica et seconda pratica. La polyphonie de l'ars perfecta, exemplifiée par Josquin-des-Prés, repose sur la logique du contrepoint faite, d'une part, de la superposition de plusieurs voix équivalentes, et, d'autre part, de la correspondance entre les consonances des différentes notes, ou des différents points, punctum contra punctum, des mélodies verticalement agencées et emmêlées. On retrouve cette logique proprement architecturale dans la musique d'un Palestrina ou d'un Gabrielli, évidemment. Pour ces derniers, il y a une objectivité, il y a une normativité du contrepoint, pensée comme le principe d'une musique naturelle, non soucieuse immédiatement d'effets affectifs sur l'auditeur, laissant plutôt au nombre le rôle de pénétrer l'âme et de la faire consonner, résonner au contact de l'harmonie. Cette objectivité, cette normativité, repose sur une exigence d'unité et d'équilibre qui permet de relier les dimensions cosmologiques, anthropologiques, spirituelles de la musique. Comprendre l'univers, comprendre la place de l'homme dans cet univers, comprendre la destination de l'homme qui doit interpréter le sens anagogique
des choses de l'univers comme des textes, telles sont les finalités complètement enchâssées de la composition harmonique. Celle-ci permet en effet d'entendre la structure symbolique, analogique, ontologiquement hiérarchisée, et pourtant une de tout ce qui existe. La musique polyphonique est ainsi adossée à ce que Philolaos appelait dans l'Antiquité la puissance du nombre. Derrière tous les méandres et toutes les voix qu'empruntent les deux personnages, Luca et Vario, que j'ai cités tout à l'heure, se laisse alors entendre comme cette thématique constante, on pourrait l'appeler ce cantus firmus, qui se répète tout au long des deux dialogues et des deux dissertations. Ce cantus firmus, il est celui de la limite, de la mesure, de la proportion et de l'unité, qui doivent exister sous tous les aspects de la musique. Celui de l'artiste en général, artefice, du musicien théoricien, musico, du compositeur, pratico, des chanteurs, cantori, des instrumentistes, sonatori. Se référant à Willaert, le maître de Zarlino, maître de chapelle à Saint-Marc à partir de 1527, Artusi fait du concert parfait qu'il décrit au début de son texte. Donc il fait du concert parfait l'essence de la musique comme concert, si je puis dire. Comme concert, ça veut dire strictement comme composition, comme corps spirituel, dans lequel toutes les parties doivent se convenir les unes aux autres, et toutes les différences doivent se résorber en une égalité fondamentale. Je vous renvoie à la page 26 du traité. Égalité des instrumentistes et des chanteurs, égalité des voix chantées, égalité de l'harmonie proprement intelligible, faisant de la musique audible une invitation à une traversée de son aspect audible vers ce qui le dépasse et le fonde tout à la fois. Artusi dit bien, à la mode aristotélicienne, que toute opération faite par chaque artiste est faite dans un certain but, comme le dit le philosophe, et que le but du musicien et celui du poète est le même. Il dit aussi, le but du poète est de réjouir et de délecter, celui du chanteur et de l'instrumentiste sera donc de réjouir et de délecter. Mais cette référence à l'effet sur l'auditeur, ainsi qu'à sa délectation, se trouve perpétuellement, on va dire, dominée par et résorbée dans la référence à une musique naturelle et éternelle que le contrepoint se doit de prolonger et d'imiter. Dans un madrigal écrit selon la première pratique, l'entrelacement des voix équivalentes tient donc toujours son intelligibilité de l'harmonie musicale qui réfléchit l'harmonia mundi. Elle ne tient pas de la signification du texte en son contenu conceptuel ou affectif, lequel se plie à la pluralité des voix, s'accordant et consonnant, et qui, pour ce faire, se divise, se diffracte, sans égard au rythme naturel du discours qui permettrait sa claire intelligibilité. C'est contre cet arithmétisme généralisé, transmis aux institutions harmoniques de Zarlino, que Claudio Monteverdi revendique ce qu'on appelle aussi à son époque les nouvelles musiques. Les nouvelles musiques se plient désormais à ce qu'il nomme la seconda pratica par opposition à la prima pratica de la polyphonie. Le projet monteverdien relaye, approfondit et dépasse celui de Giulio Caccini tel qu'il s'est mis en œuvre dans son Eurydice, 1600, c'est le premier drama in musica, c'est le premier opéra, à la fois parlé et chanté, et tel qu'il est exposé dans l'avis au lecteur des Nuove Musiche de 1601. Peut-être qu'il vaut la peine de lire le texte de Caccini, parce que finalement, il dit tout de ce que pense Monteverdi, juste à sa même époque. Encore 5 minutes? Ouais, j'ai commencé au quart, donc il est 22, ça fait 22. Donc j'ai encore 8 minutes. Si je pouvais avoir encore 5 minutes de plus, ça fait 13 minutes. Et puis je passe. 12. Bon, mais j'avance parce que là je perds du temps. Je lis quand même le texte de Caccini parce qu'il est important. Car ces très savants gentilshommes, les savants musiciens poètes rassemblés autour du comte Bardi, m'ont toujours encouragé et convaincu par des raisons très claires de ne pas priser cette sorte de musique qui, en ne laissant pas bien comprendre les paroles, gâte l'idée et le vers, en allongeant ici et en raccourcissant là les syllabes pour s'adapter au contrepoint, lacération de la poésie, mais de m'en tenir à la manière si louée par Platon et d'autres philosophes qui affirment que la musique n'est pas autre chose que le texte, le rythme et enfin le son et non le contraire, et de vouloir qu'elle puisse pénétrer dans l'esprit d'autrui et produire ces merveilleux effets qu'admirèrent les écrivains et qui ne pouvaient faire nos musiques modernes en raison du contrepoint, et particulièrement lorsqu'un solo était chanté sur quelque instrument à cordes,
car on ne comprenait pas les paroles, à cause de la multitude des passages, aussi bien sur les syllabes brèves que sur les longues, et dans tout ce genre de musique. Vu donc, comme je le dis, que de telles musiques et de tels musiciens ne donnaient pas d'autre plaisir que celui que pouvait procurer l'harmonie à lui seul, puisque ne pouvait toucher l'esprit sans intelligence des paroles, il me vint l'idée d'introduire un genre de musique par lequel on puisse presque parler d'harmonie, y utilisant une sorte de noble liberté du chant, sprezzatura di canto, donc il utilise le terme de Castiglione, passant pour lors par quelques fautes sur une note de basse tenue afin d'exprimer quelques passions, car elles ne sont bonnes à rien d'autre. Les très gentils gentilshommes me dirent qu'ils n'avaient jamais entendu jusqu'ici autant d'harmonie émanant d'une seule voix, seule accompagnée d'un simple instrument à cordes, qui posséda autant de force pour remuer les passions de l'âme, l'affetto del animo. Il y a deux principes qui sont affichés ici. Je vais effectivement être beaucoup plus synthétique. Le projet de la musique moderne consiste à revendiquer une musique pour les sens, musique satisfaisant la raison ou ne demandant rien contre elle, si l'on peut dire. Cette musique se soumet donc aux règles de l'harmonie, mais elle libère son pouvoir d'émotion sensible en libérant la mélodie de la structure harmonique. Dans la première pratique, les règles du contrepoint rendaient l'harmonie rationnelle maîtresse et non servante, je cite Monteverdi. Dans la seconde, les rapports s'inversent, car si nous prenons l'harmonie seule, elle n'aura aucun pouvoir de produire quelque effet extrinsèque. Elle prépare, dispose d'une certaine manière intrinsèquement à la gaieté ou bien à la tristesse, mais elle conduit à l'expression d'aucun effet extrinsèque. C'est Monteverdi qui parle. Alors, je coupe un peu. Vous voyez bien que dans la seconde pratique, eh bien, c'est la mélodie qui est principale, parce que c'est le texte qui gouverne la musique, et Monteverdi insiste bien sur le fait que c'est comment dirais-je, il insiste bien sur le fait que les deux pratiques ne sont pas complètement séparées, que la deuxième pratique finalement n'est que l'aboutissement de la première. L'harmonie donc est une puissance qui doit être actualisée par une mélodie, si on utilise les catégories aristotéliciennes qui semblent, comment dirais-je, non pas anachroniques, mais au contraire pertinentes. Le deuxième principe, c'est que pour que la mélodie soit ce par quoi l'âme harmonique s'incarne et pâtisse de cette incarnation, il faut que la musique ne soit pas une pure structure sonore, intemporelle, objet d'une contemplation intellectuelle, d'une théoria. Il faut qu'elle soit d'emblée un composé d'âme et de corps, de sens et de son, conformément à la nature du langage ordinaire. C'est à cette condition que la musique pourra émouvoir l'âme de l'auditeur considéré comme une âme ou une raison incarnée, comme un corps animé, profondément singularisé et temporalisé, dans et par une émotion au sein de laquelle il fait une expérience aux multiples déterminations que je passe. Vous voyez, à cet égard, quand Monteverdi raconte au début du 8e livre de ses madrigaux le moment où, au carnaval de Venise de 1624, il fit jouer sur les paroles du Tasse quelques stances de la Jérusalem délivrée dans le combat de Tancrède et Chlorinde, il écrit: c'est ainsi qu'il fut représenté, ce combat, par une soirée de divertissement en présence de la noblesse, qui en fut tellement émue de compassion qu'elle manqua de verser une larme. Pour qu'ait lieu ce moment extrêmement singularisé, fragile, dialogique, ce moment de l'émotion musicale, il faut le primat de la mélodie sur l'harmonie, qui est aussi le primat du discours et de la poésie sur la musique elle-même. Bon. Et donc, effectivement, Monteverdi est l'un des premiers musiciens qui met en musique les sonnets de la tradition poétique italienne, mais il ne procède jamais à la lacération de la poésie. Il fait entendre le sonnet dans son ensemble et son œuvre acquiert, comme le dit le stagirite, un commencement, un milieu et une fin. Bon, il faudrait avoir le temps évidemment de commenter et d'écouter l'un des 5 madrigaux pétrarchistes, mais je n'ai pas le temps.
et on verrait comment la musique se déploie dans cette nonchalance, dans cette libre sprezzatura. Elle s'arrête, elle s'accélère, elle se brise jusqu'au silence, et elle reprend en s'adaptant à, comment dirais-je, la fluidité du langage ordinaire, afin de faire éprouver à l'auditeur l'affetto qu'elle représente. Sous une forme épurée, simplifiée et pourtant intensifiée, l'affetto est à la fois compris par l'auditeur et corporellement senti. Il est d'autant plus intensément ressenti et compris que Monteverdi met en œuvre, dans le livre 8 des Madrigaux, ce style spectaculaire qu'il appelle le style concitato, style qui consiste à jouer une note longue, l'équivalent d'une ronde, je le cite, par 16 demi-croches frappées l'une après l'autre, auxquelles viendraient s'ajouter les paroles de colère et d'indignation. Par ce trémolo, on pourrait l'appeler comme ça, par cette véhémence et même par cette violence de la représentation sur elle-même et sur l'auditeur, quand celle-ci est justement représentation de la violence et du contraste des passions contraires, la seconde pratique livre ainsi à l'auditeur le sens de sa condition, de son incarnation chrétienne, de la jointure et de l'unité mystérieuse de l'âme et du corps qui composent le vrai homme cartésien. On n'est pas loin. Hein. Bon. Il y aurait sans doute, mais je n'ai pas le temps de le développer, une gémellité entre la maniera tenebrosa du Caravage et la nuit du combattimento de Monteverdi. Bon. En théorisant et en mettant en œuvre la seconde pratique, Monteverdi fait plusieurs opérations que je voudrais dire quand même. La première, c'est qu'il distingue sa musique expressive pour l'essence, car fondée sur la maîtrise du rythme et de l'harmonie par le texte, de l'ancienne polyphonie imitant l'architecture scalaire du monde. Bref, il s'intéresse à, à l'effet de la musique, à une époque où Nicolas Poussin dira dans pas longtemps « Il me semble que j'ai fait beaucoup quand je fais une tête en un jour, pourvu qu'elle fasse son effet. » Bref, sa réflexion est esthétique au sens strict du terme. Deuxièmement, Monteverdi construit un cercle qui relie sa pratique musicale effective à la théorie de sa pratique, afin de faire savoir, je le cite, qu'il ne faisait pas les choses au hasard, mais qu'au contraire, il bâtissait sur les fondements de la vérité un art et une pensée de l'art satisfaisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois la raison et le sens. Troisièmement, il parle en parlant de seconda et de prima pratica, il parle en termes de styles musicaux au sens historique qui est le nôtre. Le style n'est plus seulement pour lui une simple manière d'élier du temps ou des circonstances, il est une catégorie qui permet de se distinguer des musiques du passé et de proposer une musique moderne, adaptée aux exigences du monde contemporain. Cette musique ne se pense plus exclusivement sous l'espèce de l'éternité, parce qu'elle se considère comme historiquement seconde. Dans la lettre à Donny, il dit elle est seconde, la musique que je fais, au regard de la pratique moderne, mais première au regard de celle des anciens. C'est la lettre à Donny du 22 octobre 1633. Quatrièmement, il soumet la pratique et la pensée musicale au paradigme linguistique et rhétorique qui fait de l'homme un composé d'âme et de corps, une âme incorporée ou un corps animé, susceptible d'être ému et de comprendre son émotion grâce au langage et à la pensée. Et j'aurais voulu citer, mais je n'ai pas le temps, je vous l'indique quand même, un texte de Monteverdi qui est une lettre, à Alessandro Strigio de décembre 1600, où il se plaint que Vincent Gonzague, duc de Mantoue, lui envoie les noces de Thétis qu'il doit mettre en musique. Et dans ces notes de Thétis, il y a des vents, il y a des amours, il y a des sirènes. Et il dit mais comment, mon cher Seigneur, pourrais-je imiter le discours des vents s'ils ne parlent pas? Comment saurais-je émouvoir à travers eux? Ariana sut émouvoir car elle est femme. Pareillement, Orphée sut émouvoir car il est homme, non point vent, etc. Bon, adossé donc à la pensée... à la pensée platonicienne et même aristotélicienne, la musique monteverdienne est faite pour représenter et susciter les états de l'âme. De la même façon que Platon associe les modes musicaux à certains états de l'âme, le mode lydien est plaintif, le mode ionien est mou et paresseux, Monteverdi associe les genres ou styles musicaux, concitato, molle, temperato, aux passions correspondantes, mais sans le dire, et sûrement sans le penser véritablement. Monteverdi substitue au caractère et dispositions universelles et constants des hommes à ressentir et à agir
des émotions qui sont individuelles et qui sont donc momentanées. Comme le précise Francis Wolff dans Pourquoi la musique, à la page 240, au lieu que la musique imite des caractères, et en imitant des mouvements du corps en action, elle doit les exprimer au moyen des inflexions de la voix émue. Il y a là toute la différence entre deux manières antiques et modernes de se rapporter à l'humanité. L'homme ancien est un modèle général, l'homme moderne est un individu particulier. Le premier est un sujet d'action au principe invariable, le second est l'objet de passions passagères. C'est dans ce sens que Monteverdi est peut-être l'inventeur de notre modernité musicale, car en luttant contre l'ascétisme, l'austérité, la contrainte, l'objectivité de la polyphonie, pourtant déjà engagée dans un mouvement d'invention de nouveauté, il met en scène l'individuelle subjectivité humaine dans ses singularités, dans ses troubles et dans ses faiblesses. Or, cette subjectivité est avant tout une vie émotionnelle marquée par la variété, par la variabilité, la temporalité dont Montaigne venait de montrer l'aspect profondément passager, profondément dissonant, contrasté, et dont il avait montré l'extrême labilité et la grande plasticité. C'est aussi en ce sens que l'analyse de la querelle Artusi-Monteverdi, que je viens très rapidement de présenter, nous permet de réfléchir sur le sens de la revendication du moderne, et peut-être sur la structure de toute modernité, quel que soit le moment historique de son apparition. C'est là que je risque une hypothèse, quitte à me faire engueuler, mais c'est pas grave, on est là pour ça. On pourrait faire l'hypothèse selon laquelle la position moderne se caractérise par un certain type de rapport à l'éternel. Soit ce rapport est direct et consiste en une saisie de l'éternel par la stabilité d'une composition ou d'une forme, soit ce rapport est indirect et contradictoire en ce qu'il consiste en une saisie de l'éternel dans et par le présent, et même par et dans l'éphémérité et la caducité de ce qu'il y a de plus transitoire. Telle en effet la position de Monteverdi, qui ressaisit l'essence intemporelle de la musique pensée par Platon, dans le transit extrêmement rapide des affections, plus exprimé de façon fulgurante que véritablement imité ou suscité comme le pensaient les Grecs. Alors, la controverse artusienne nous livrerait le paradigme de la modernité qui se retrouverait chez Baudelaire quand il décrit la beauté moderne et bizarre comme éternité tirée du transitoire, du fugitif ou du contingent, ou chez Cézanne, voulant faire du Poussin d'après nature, ou encore chez André Breton, déclinant les noms de la beauté en la série bien connue des oxymores de l'amour fou, la beauté sera convulsive, érotique voilée, explosante fixe, magique circonstancielle, ou ne sera pas. Ce qui voudrait dire que peut-être la modernité ne serait que le renversement du classicisme et peut-être son dernier avatar. Je vous remercie.